Évoquons à présent les perspectives en matière d'allocation d'actifs, au moins pour le démarrage de l'année 2024, dans le sillage de ce mois de novembre, qui reste, vous l'avez compris, le point de discussion majeur encore aujourd'hui. Kevin Tauzet à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue, Kevin. Merci, Grégoire. Votre lecture de ce mois de novembre, effectivement, donc c'est le schéma Goldilocks, le schéma boucle d'or, la désinflation s'accélère et en même temps, la capacité de l'économie américaine notamment à résister semble être toujours là. Est-ce que c'est un mois de novembre qui est encourageant pour la suite ou est-ce que sur le plan de l'investissement, c'est un mois de novembre qui appelle à une certaine méfiance désormais ? Alors c'est vrai que si on regarde au vu de l'histoire, je crois que c'est le meilleur mois de novembre qu'on ait eu. Le dernier qui était aussi bon, c'était en novembre 2020. Donc voilà, post-réouverture avec tout l'enthousiasme que ça pouvait... C'était les vaccins, si je dis pas de bêtises. Tout l'enthousiasme début novembre, bien sûr. Que ça pouvait susciter. C'est vrai que, on pourrait, au vu de ce que disent les banques centrales, estimer que ça y est, le travail est fait. Donc, si on projette la trajectoire d'inflation, l'inflation va revenir à 2% fin de cette année, début 2024. Et ça, avec un atterrissage en relative douceur, sans que ça fait trop de dommages aux économies, que ce soit américaines ou européennes. Donc ça, c'est la vue un peu angélique. L'autre, c'est de se dire quand même que le pic d'inflation, il s'est produit il y a plus d'un an de ça. Ouais. Donc septembre, octobre, presque novembre 2022. Et pour autant, le pic des taux d'intérêt, lui, il n'était pas il y a un an, il était il y a un mois. Ouais. Et donc là, il y a en effet cet effet rattrapage auquel faisait allusion Alexandre. Donc ça, c'est le constat. Et ensuite, la question, c'est vers quoi est-ce qu'on se dirige. C'est vrai que pourquoi est-ce qu'on a un tel rallye, je crois, sur les marchés d'actifs risqués, parce que c'est vrai sur les actions, c'est vrai sur les marchés de crédit aussi, c'est que comme on avait une économie qui était très forte, on a encore une révision à la hausse des chiffres de PIB américains à plus de 5%. Il y a tous les effets extraordinaires auxquels on a pu gloser, que ce soit Taylor Swift ou autre, mais pour autant, l'économie américaine était très forte. Et c'est vrai que quand on a une économie qui est très forte, qui est très résiliente, ce narratif de marché, donc boucle d'or, ou un narratif de marché comme quoi les mauvaises nouvelles économiques sont une bonne nouvelle pour les marchés financiers, ils peuvent se mettre en place. Parce qu'une mauvaise nouvelle économique, quand on part de très haut, il se passe un peu de temps avant que ça devienne vraiment négatif. Préoccupant. Ouais. Et donc, partant de là, soit on se dirige vers ce scénario-là, plutôt donc boucle d'or, soit on a un autre où il faut faire un petit peu attention à ce qu'on souhaite, parce qu'une baisse des taux d'intérêt trop forte, c'est aussi un signal précurseur, en tout cas des marchés obligataires qui vous disent que la conjoncture économique, elle se dégrade. Et là, attention à ce qui se passe sur les marchés d'actifs risqués. D'accord, mais pour vous, le risque 24, c'est plutôt une dégradation plus significative que ce qu'on imagine aujourd'hui de la croissance économique. C'est pas tant des facteurs de rebond vis-à-vis de l'inflation. Ouais, alors c'est-à-dire que si je vous déroule le scénario économique de Carmignac en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on anticipe, c'est plutôt, on va dire, un lent ralentissement, un ralentissement au ralenti de l'économie mondiale. On a quand même plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est qu'on a eu un choc sur les taux réels qui était absolument massif. On parle du mouvement de baisse des taux, il reste quand même en absolu sur des niveaux qui sont élevés. Les taux réels, ils restent en territoire extrêmement restrictif. Pourquoi est-ce que ce choc sur les taux nominaux et réels, il met tant de temps à diffuser dans l'économie et notamment aux États-Unis ? C'est parce qu'on a des marchés de l'emploi qui sont encore relativement tendue. Et donc ça veut dire que l'inflation salariale, elle reste là, moins vigoureuse que par le passé, mais elle reste là. Vous parliez des chiffres de l'emploi américain fin de semaine, il est quand même encore attendu, un peu moins de 200 000 emplois créés sur le mois. C'est les niveaux qui prévalaient pré-Covid. On était déjà en plein emploi. Donc, c'est moins indexé par le passé, mais quand même, on a eu un marché de l'emploi qui est tendu. Dans cette même phase, on a ce mouvement de désinflation. Et donc là, on a un revenu réel, des salaires réels qui restent en territoire positif aux États-Unis et qui vont passer en territoire positif en zone euro. Donc ça met une forme de coussin sur la trajectoire de croissance. Il y a un cycle dans le cycle avec toute cette thématique du restockage sur le secteur manufacturier. Il y a quand même des bilans d'entreprise qui sont sains, c'est-à-dire que jamais on a eu, une qualité de crédit dans les indices de crédit listés qui était aussi bonne que quand la Fed a commencé à remonter ses taux d'intérêt. Donc tout ça pour dire que ça prend du temps, ça se fait petit à petit. Et puis enfin, on a la Chine qui semble vouloir se détendre sur le plan économique et géopolitique. Et tout ça presse plutôt en faveur d'un ralentissement de l'économie mondiale. Très graduel. Très graduel.
Et nous, le point de pivot, alors pas des banquiers centraux, mais de la trajectoire de croissance, on le met sur la moitié de 2024, sur la fin du premier semestre de 2024, où là, on pourra avoir une économie américaine qui bascule en récession. Une spirale plus négative. Exactement. Ça, c'est le risque pour vous, deuxième partie 24. Tout à fait, parce qu'on aura toutes ces problématiques de refinancement qui commenceront à se matérialiser d'une part, et puis, on l'a dit souvent, la politique monétaire, elle agit sur l'économie réelle avec un certain délai, on sera en plein dedans. Ça veut dire qu'il y a l'idée d'un soft landing qui va tenir pendant encore quelques mois, et qu'après, comme tous les atterrissages donnent l'impression d'être doux au démarrage, il y a un risque que l'atterrissage soit quand même au final un peu plus brutal. Il y a tout à fait ce risque-là, et c'est comme ça qu'on pilote nos portefeuilles chez Carmignac. Ce risque, il est d'autant plus présent que ce qui a quand même porté la performance des marchés sur ce mois de novembre, c'est ce fameux point de pivot, alors non pas de l'économie, mais des banquiers centraux. Et il y a quand même un risque qui me semble non négligeable, qui est que ces banquiers centraux, ils commencent par faire des baisses de taux une fois que la tendance récessive sera bien plus clairement marquée, d'une part, et puis qu'elle soit assez timide, ces baisses de taux. Parce que, je ne sais pas quelle confiance a M. Powell dans ses équipes et ses équipes d'économistes. S'il a eu aussi tant de mal à lire, on va dire, la trajectoire d'inflation, la trajectoire de désinflation aussi, peut-être qu'il ne leur accordera pas autant de crédit qui serait souhaitable. Oui, il y a ce que disent les règles de la politique monétaire et la manière dont la Fed va agir. Moi, je me souviens sous Yellen, à l'époque, la bataille, c'était la recherche de l'inflation, il faut se souvenir. Et donc, Yellen nous disait, on veut voir l'inflation dans le blanc des yeux. On veut voir le smoking gun de l'inflation. Et là, c'est un peu la même histoire avec l'aspect récessif. C'est-à-dire, tant qu'on ne verra pas un aspect récessif un peu plus, ou un risque récessif un peu plus important, peut-être qu'on ira, mais on ira vraiment à pas de velours. Et il me semble, là aussi, pour faire écho à ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que surtout ces différents banquiers centraux qui sortent du bois tout au long de la semaine, il me semble que ce que fait la Réserve fédérale, c'est qu'elle fait une forme de gestion de l'équilibre. On sait à quel point c'est pas évident, mais c'est bien ça qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce risque que si elle adopte un ton trop dur, on a un durcissement fort des conditions financières, on connaît la sensibilité, on va dire, des foyers américains à la trajectoire des marchés d'actions, parce qu'ils sont largement investis. Donc, s'il y a une dégradation trop forte des conditions financières, ça peut accélérer cette tendance récessive. Et puis, à l'inverse, on connaît la capacité des marchés, on va dire, à anticiper ce qui va se passer. S'il y a le moindre signal qu'il serait possible que la baisse des taux, elle se fasse, alors c'est quoi mars, avril, ce matin, mars-avril, ça se fasse un petit peu avant, on est prêt à le faire avant. Là, on va avoir une deuxième jambe de baisse des taux avec tout l'impact que ça peut avoir sur les marchés d'actifs risqués. Normalement, la semaine doit être un peu plus calme en termes de prise de parole de banquiers centraux, puisqu'on est dans la période un peu quiet période avant les prochaines réunions, donc ça va s'enchaîner, donc ce sera la semaine prochaine, 12-13 pour la Fed, 14 pour la BCE et pour la Banque d'Angleterre de mémoire. Comment est-ce qu'on gère ce scénario? Comment ce scénario que vous avez décrit pour 2024, comment est-ce qu'il se traduit dans les positions d'investissement, dans le portefeuille équilibré, phare, Carmignac Patrimoine? Donc, on va dire qu'il y a 3 moteurs de performance. Je vais un peu parler du premier, qui est d'abord le moteur taux d'intérêt. C'est-à-dire que là aussi, donc, on prend acte de ce ralentissement de la conjoncture économique, ce scénario que je décrivais. Ce scénario-là justifie qu'on ait des taux d'intérêt, dire qu'ils soient sur des niveaux, en tout cas qu'on ait à toucher le pic de ces taux d'intérêt auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Ensuite, la question de où est-ce qu'on veut se positionner sur la courbe des taux. Une fois qu'on a dit qu'on voulait acheter des obligations américaines ou des obligations allemandes parce que c'est un actif refuge et que les niveaux de taux sont élevés, où est-ce qu'on se positionne sur la courbe? Si on achète des maturités entre 0 et 2 ans, on est très tributaire de quand est-ce que la baisse des taux va se matérialiser. Ça équivaudrait à faire une forme de pari en disant, eh bien, la Banque Centrale Européenne, elle baissera ses taux le 7 mars et la Banque Centrale Américaine le 20 mars, ce qui est à peu près anticipé par le marché aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on a envie de parier des positions sur un portefeuille sur une date? Je ne suis même pas sûr que la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine ne sachent ce qu'elles vont faire à ce moment-là. C'est pas la meilleure des idées à avoir. Donc, sur cette partie de courbe de taux-là, on n'est pas trop envie d'en avoir. À l'inverse, sur des taux beaucoup plus longs, 10 ans, 30 ans, il y a quand même ces problématiques d'offres, d'émissions obligataires. Le rallye obligataire de la semaine, en tout cas des dernières semaines, il s'explique aussi parce qu'on est dans un contexte de faible émission. Les émissions, elles ont été largement préemptées cette année. Au mois de janvier, ça va repartir et ça va repartir très fort. Le déficit américain, moins 3, moins 4%, ça c'est le déficit primaire. Je ne mets même pas la charge de la dette. Si je la rajoute, on est plutôt sur du moins 6.
Et on a émis beaucoup de cours également. C'est beaucoup l'argent placé sur le monétaire, destiné au monétaire, qui est allé financer l'État américain aujourd'hui. Demain, ce sera une autre histoire. Tout à fait. Et on l'a vu, c'est-à-dire que même avec des taux d'intérêt à 5%, il y a eu des adjudications qui ne sont pas très bien passées sur des maturités longues. Donc, même si sur le niveau de taux-là, le marché, il dit on ne veut pas acheter d'obligations trop longues aux États-Unis. Donc ça, c'en est un. Ensuite, en Europe, on a l'Italie qui va émettre net. Donc, j'ajuste des montants de rachat, des obligations qui arrivent à échéance, qui ont mis en plus, et je corrige ça des effets, on va dire, de bilan, l'assouplissement quantitatif, le durcissement quantitatif. L'offre nette ou l'émission nette en Italie, elle fait plus 50% entre 2023 et 2024. On n'est pas là pour appeler sur les Italiens. En France, l'émission nette obligataire ajustée, elle est plus de 30%. Donc ça aussi, il va falloir le digérer. Donc ça invite aussi à avoir une forme de prudence avec ce risque auquel faisait allusion Alexandre, qui est que si les banques centrales elles décident de faire des baisses de taux préemptives, elles ont un très mauvais historique là-dessus. Mais si elles le font, on va avoir des phénomènes de pontification de courbe de taux. Parce que ça voudra dire que l'inflation, ou le spectre de l'inflation, peut repartir. Il pourra repartir. Et donc pour nous, le meilleur point de maturité, c'est le 5 ans. Ça tombe bien, le marché il nous dit baisse de taux en mars, les taux vont baisser de 1,5%, historiquement c'était plutôt moins 4%, et que les politiques monétaires américaines elles vont rester à 4% pour les 10-20 prochaines années. Ça, on a plutôt du mal à l'acheter, et du coup c'est plutôt ces points de maturité-là qu'on achète. Donc ça c'est sur les marchés de taux. Ensuite le marché du crédit, on reste quand même dans un environnement où on a du portage. Et je crois que cette année aussi, on a bien vu qu'en dépit de la volatilité qu'on a pu voir avec les différents épisodes de stress, les marchés du crédit, ils délivrent, en gros, ils font le portage. C'est une très bonne nouvelle. Ça a été difficile en 2021 et 2022. La remontée des taux et la remontée des primes de risque, elle veut dire qu'on est à nouveau rémunéré sur ces marchés-là. Donc on est content d'être alloué et d'être exposé à ces marchés du crédit. Et puis le troisième, c'est les marchés d'actions. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de diversification en termes de performance sur ces marchés actions ? Est-ce que la diversification peut enfin payer à un moment en 2024 ? Je le crois, et je crois deux choses. C'est-à-dire que la diversification, elle peut payer, et la concentration de la performance sur quelques acteurs, elle est dangereuse. Ou en tout cas, elle invite à une forme de prudence. Et donc, une bonne façon de se prémunir à être trop sensible ou trop dépendant des publications de résultats de cette entreprise. Allez, on en rajoute deux sur le traitement de l'obésité, qui sont extraordinaires. Je ne décris pas cette entreprise-là, mais enfin, voilà, c'est en gros... Elle change l'histoire. C'est 5-10 entreprises qui portent l'intégralité de la performance. Ça invite plutôt à essayer d'aller chercher à se désensibiliser de ces entreprises-là. Comment on le fait ? Nous, on pense qu'avoir une approche qu'on appelle de barbell, donc c'est les fameux haltères à la salle. Alors, c'est un exercice qui est difficile, comme à la salle de musculation. On pourrait comparer ça à tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que dans le scénario que je décrivais en introduction, donc soit on a cet environnement de Goldilocks, conte de fées, à ce moment-là, il y a de la place pour avoir un peu plus de cyclicité dans un portefeuille action. Nous, on l'exprime via des marchés émergents, parce que c'est ce qu'on sait faire chez Carmignac et qu'on le fait plutôt bien depuis 30 ans. Ça pourrait s'exprimer de façon différente, avec des petites et moyennes capitalisations, avec des entreprises, on va dire, du secteur technologique non profitable, du secteur immobilier, j'en passe. Nous, on le fait via les émergents. Mais ça, c'est un bout de cette chaîne-là. Et de l'autre, il y a cette perspective de la dynamique récessive, elle va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que l'année avance. Et donc, acheter des entreprises, de des croissance secteurs visible. Alors, et puis il faut faire attention aussi, c'est-à-dire des entreprises qui tendent à être plus résilientes. C'est-à-dire que la croissance, c'est bien, la croissance des bénéfices par action, c'est très bien. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est un indicateur qui peut être volatile. C'est-à-dire que si je prends le secteur technologique, auquel faisait allusion Alexandre tout à l'heure, si je regarde les 20-30 dernières années, il y a de la volatilité sur ces perspectives de bénéfices par action. Tout à fait. Alors que sur des secteurs comme les services aux collectivités, la consommation de base, on a moins de croissance embarquée, mais on a beaucoup moins de volatilité. Et donc si on ajuste cette croissance embarquée de la volatilité de cette croissance, on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas si chères. Ils ne sont pas si chers, ces secteurs-là, et que dans la santé, dans les services aux collectivités, dans la consommation de la base, il y a des choses à faire. Il y a de la visibilité, de la qualité à un prix un peu plus raisonnable que ce qu'on peut trouver dans le segment FANG ou on tech, parle de qualité ou de croissance à prix raisonnable. Je parlerai de croissance ajustée des risques à prix raisonnable. Je rajouterai cette formule-là. Et donc, dans Carmignac Patrimoine, c'est 3 moteurs. Des taux plutôt 5 ans, du crédit et des actions plutôt tenir les deux bouts de la chaîne. Les deux côtés.
Merci beaucoup, Kevin. Merci d'être venu évoquer pour nous ces perspectives macro et ces perspectives en matière d'attente de rendement, d'expected returns et donc de gestion de portefeuille pour 2024. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous, l'invité de cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.